Ohio les Nakama et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Gearthird, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyo ou encore du souffle de l'eau 3ème mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui, comme Ségolène Royal. Je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile ton chapeau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute! Évidemment, je ne pouvais pas ne pas faire d'épisode sur ce manga qui cartonne depuis quelques mois, qui connaît un succès retentissant, qui est dans le top des ventes de manga au Japon depuis plusieurs mois, Tokyo Revengers mes amis. Bien évidemment, ce manga masterclass qui séduit tout le monde. Mais pourquoi un tel succès? Eh bien écoutez, je vous propose qu'aujourd'hui on revienne un peu sur ce manga et qu'on creuse un petit peu pour savoir ce qui fait la réussite de cette œuvre. Alors avant toute chose, j'aimerais revenir sur le terme de Furyo. Qu'est-ce que le Furyo? Alors le Furyo, c'est justement une caractéristique d'un type de manga auquel appartient Tokyo Revengers. Le Furyo, littéralement, ça signifie délinquant en japonais, et souvent, c'est une ligne éditoriale qui raconte l'histoire de voyous au grand cœur. Donc en général, ils sont lycéens, ils sont en bande, ils sont pas très commodes, ils cherchent à imposer leur domination sur un territoire donné. Souvent, ils n'ont pas vraiment un mauvais fond, mais ils cherchent surtout à se faire respecter et à faire respecter leurs valeurs comme l'amitié, la force, la volonté, à grand renfort de coups de pied et de coups de poing. Donc, le Furyo est né au Japon dans les années 60, à un moment où le manga connaît un tournant important et se veut un petit peu plus sérieux. Parce que c'est vrai qu'il y avait une connotation très enfantine et ils veulent revenir vers des bases un petit peu plus adultes, un petit peu plus sérieuses. Mais ça suivait également une certaine réalité sociologique de l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, les jeunes qui avaient du mal un petit peu au niveau scolaire se retrouvaient rapidement attirés par des gangs, notamment les gangs de motards qu'on appelle les Bosozoku et que l'on retrouve notamment dans Tokyo Revengers, mais aussi dans le grand frère de Tokyo Revengers, Akira de Katsuhiro Otomo que tout le monde connaît. Évidemment, tout comme dans les shonen un petit peu plus classiques, au fur et à mesure de l'histoire, au fil des combats, le héros apprend des valeurs importantes qui vont l'aider à grandir et qui vont l'aider à devenir un homme. À ce jour, le personnage Furyo le plus connu par nos générations et de la culture pop, c'est Eikishi Onizuka, donc le héros de GTO qui est Great Teacher Onizuka, qui est sorti en 97. Il faut préciser que le Furyo n'est pas un genre qui a un franc succès en France, mais néanmoins, avec le carton de Tokyo Revengers, avec le carton également de GTO à l'époque, on peut espérer que ça redonne des lettres de noblesse à ce style qui a été un petit peu boudé par les Français jusqu'à présent. Comme toujours et avant tout, un petit rappel sur cette œuvre. Donc le mangaka de Tokyo Revengers, c'est Ken Wakui, je sais pas trop comment ça se dit. Et ce qui est drôle, c'est qu'il raconte lui-même qu'il a été un ancien voyou et qu'il a fait de la prison et qu'il faisait partie de gangs comme ses personnages dans Tokyo Revengers. La publication a commencé en mars 2017 au Japon et en France, c'est publié chez les éditions Glénat depuis 2019 et à ce jour, au moment où je fais cet épisode, il y a 14 tomes qui sont parus actuellement en France. Il y a un animé qui est diffusé par Crunchyroll depuis avril 2021 et aujourd'hui il y a à peu près une vingtaine d'épisodes, la saison 1 est terminée et on attend avec impatience la saison 2. Il y a également un film live action qui est sorti au Japon en juillet 2021 et donc il faudra attendre un petit peu avant de pouvoir le retrouver sur les écrans français. Concrètement, Tokyo Revengers, ça parle de quoi? Et ça parle de Takemichi Anagaki, qui est un jeune homme de 26 ans qui a une vie assez banale, voire même un petit peu nulle. Un jour aux infos, il apprend que Hinata Tachibana, donc qui était sa petite amie à l'époque du collège, a été tuée dans un règlement de compte entre deux gangs avec son frère, et dans ces deux gangs-là, il y a un gang qui s'appelle le Tokyo Manjikai, qui est plus communément appelé le Toman. Le lendemain, un petit peu pensif, Takemichi, il est en train d'attendre son métro sur le quai, et il est poussé par quelqu'un, il tombe sur les rails. Et au moment où il va se faire percuter par le métro, au lieu de se faire percuter, il fait un bond dans le temps, un bond d'exactement 12 ans en arrière, et il se retrouve à l'époque du collège, justement l'année où il sortait avec Hinata. Et donc il comprend rapidement que c'est pas vraiment un hasard qu'il se soit retrouvé à cette époque-là, et du coup Takemichi prend la décision de tout faire pour pouvoir sauver Hinata, et c'est ainsi qu'il va faire ses premières rencontres avec les membres du Tokyo Manjikai, et notamment avec son chef, le très charismatique Maiki. Alors pourquoi est-ce qu'on aime autant Tokyo Revengers? Moi je vous propose de revenir sur les points qui, d'après moi, font aujourd'hui la réussite de ce manga. Alors le premier point, c'est les personnages et encore les personnages. Que vraiment, ils sont super réussis. Donc déjà on a Takemichi. Takemichi, c'est vraiment Takemichu, comme l'appelle Maiki. C'est un jeune adulte qui est vraiment banal au possible. Il a vraiment pas une vie palpitante. Il bosse dans un magasin, il vit dans un appart qui est complètement en bordel, qui est jamais rangé, il a pas de copine. Enfin bref, le mec, la vie normale par excellence. Il est pas particulièrement fort, il est pas particulièrement
particulièrement courageux, et du coup c'est en ça qu'on s'identifie rapidement à lui, parce que ça pourrait très bien être notre pote d'enfance, notre collègue de travail, ou le mec qu'on connaît depuis des années. Ensuite il y a le personnage de Hinata. Alors évidemment, quand j'ai commencé à lire et que j'ai vu qu'elle s'appelait Hinata, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Naruto, forcément, comme beaucoup de monde, je pense. Alors Hinata, elle est également très attachante, et je trouve que pour le coup, elle ne ressemble pas à la Hinata de Naruto sur certains aspects, parce que voilà, c'est la fille, la girl next door, sympa, qu'on a envie d'avoir comme copine, elle a beaucoup de cran, elle est à la fois très sensible, et en même temps, elle ne se laisse pas faire du tout. Et surtout, comme Takemichi, on n'a pas du tout envie qu'elle meure, parce qu'on l'aime vraiment bien, cette Hinata. Ensuite, on a Naoto. Alors Naoto, c'est le petit frère d'Hinata, et même si au début de l'histoire, c'est un petit peu le petit frère relou, le petit frère chiant, un peu insupportable, finalement, on finit par l'apprécier parce qu'il a un rôle clé dans cette histoire, et un rôle clé dans le bon déroulement de cette histoire surtout, mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Ensuite, on a la bande de copains de Takemichi, et alors eux, c'est pareil, on peut pas les aimer, ils sont un peu idiots, comme le sont des mecs en 4ème, ils sont un peu grande gueule, ils sont pas forcément très courageux au premier abord, mais ils se soutiennent envers et contre tout mutuellement, ils ne se laissent jamais tomber, même s'ils savent qu'ils ont peu de chances de gagner ou qu'il va leur arriver des bricoles, et quand même, ils essayent de se défendre, et en ça, du coup, ça les rend quand même vachement attachants. Ensuite, évidemment, on a le Tokyo Manjikai. Tokyo Manjikai, c'est toute l'histoire de Tokyo Revengers, donc on ne peut pas ne pas en parler. Son chef, l'énigmatique Mikey, qui s'appelle en réalité Manjiro Sano, et qui a donné du coup son nom au Tokyo Manjikai, c'est un génie de la baston, et à la fois, il est très enfantin. Il peut être à la fois un leader hyper solide quand il faut mener ses troupes à la guerre, à la baston, et à côté de ça, c'est le mec qui demande un petit drapeau sur sa glace au restaurant, parce qu'il trouve que c'est important, et vraiment, c'est un enfant à part entière. Donc, c'est un personnage assez spécial, assez travaillé, qui ne laisse pas indifférent. Ensuite, on a le personnage de Draken. Draken, c'est le second du Tokyo Manjikai, c'est le meilleur ami de Mikey. Ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Il a son légendaire tatouage dragon sur les tempes, fameux tatouage qu'il a fait à 9 ans. Oui, les amis, à 9 ans. Alors, à sa décharge, il a pas eu une enfance forcément très facile, puisqu'il vivait dans un bordel de prostituées. Donc voilà, c'est pour lui, la vie a pas toujours été très simple. Donc on peut comprendre qu'il ait pu se faire un tatouage aussi jeune. Ensuite, il y a tous les capitaines de brigade du Tokyo Manjikai, donc il y a Baji, il y a Shifuyu, il y a Mitsuya, il y a Pachin, il y a les jumeaux Kawata, etc. Enfin vraiment, il y a que des personnages extra, qui ont des personnalités complètement déjantées, et malgré leurs airs de voyous, on s'attache énormément à eux, parce qu'ils sont quand même super attachants et super sympas, et on comprend au fur et à mesure de l'histoire, et de mieux en mieux, Takemichi, qui s'évertue à vouloir sauver tout ce petit monde. Ensuite, on a les clans rivaux, donc on a le Valhalla, les Black Dragons, Mobius, enfin bref, on a toujours des super gangs, des combats de ouf, d'autres leaders de gangs qui sont aussi hyper charismatiques, parfois autant que Mikey, donc ça donne vraiment du challenge à l'histoire. Ensuite, il y a les antagonistes et les rebondissements, par exemple avec Teta Kizaki, avec Hanma, avec Kazutora ou avec Taiju, et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous des histoires hyper précises et hyper détaillées, qui nous expliquent souvent comment ils ont pu en arriver là où ils en sont et pourquoi ils sont devenus des méchants. Donc on réalise relativement rapidement qu'il y a peu d'antagonistes qui sont profondément méchants par nature, même si j'avoue qu'il y en a certains qui sont quand même un peu plus ravagés du cerveau que d'autres, mais qu'au contraire, en général, ils ont tous eu des circonstances de vie un peu terribles, un peu dramatiques, qui du coup les ont poussés à se ranger du côté obscur de la force, mais ils ne sont pas foncièrement méchants. Ça, je pense que ça rejoint encore une fois un petit peu le côté pour essayer de sauver les âmes perdues, et ça on le retrouve assez bien dans Tokyo Revengers. Ensuite, un deuxième point qui fait la réussite de l'histoire, c'est l'ambiance générale de cette histoire. Donc mis à part les déplacements spatio-temporels, il n'y a aucun élément surnaturel dans cette histoire. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de jutsu, il n'y a pas de ninja, il n'y a pas de fruit du démon, il n'y a rien. C'est vraiment, ils vivent dans la vraie vie, avec des vrais gens comme vous et moi, qui juste pour certains semblent effectivement avoir des prédispositions un petit peu évidentes, voire des talents pour la baston. Voilà, c'est peut-être la seule chose. Mais forcément, du coup, on s'identifie assez vite aux personnages, parce que contrairement à des ninjas ou à des pirates, ça pourrait très bien être nos voisins de palier, ou des mecs qu'on connaît avec des grands guillemets. Et ce monde de gang, ça apporte un petit peu de nouveauté, ça change un petit peu des univers qu'on a l'habitude, un peu fantastiques qu'on a l'habitude de connaître, et du coup ça fait du bien de rester dans quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Ensuite, le troisième point, c'est les décisions du passé qui se répercutent sur le futur. Et alors ça, je trouve que c'est une vraie démonstration de cet effet papillon, comme on dit, qui nous montre que dans la vie on doit faire des choix, finalement. Et c'est ce que va apprendre Takemichi à ses dépens. Qu'il y a des moments où malheureusement, il n'y a pas forcément systématiquement un happy ending, et que parfois il faut faire des sacrifices, et qu'il faut choisir un choix plutôt qu'un autre, parce qu'il est plus approprié à un instant T. Et donc ça va rejoindre un petit peu le neketsu classique, où il faut développer des valeurs que l'on va retrouver en général dans les mangas traditionnels, et c'est vrai que là, Takemichi, il apprend malgré lui à faire des choix, et à comprendre que la vie n'est pas simple, et que c'est pas toujours évident de vouloir contenter tout le monde. Donc ça, je trouve que c'est très bien traité dans cette histoire.
Ça nous amène au 4e point, qui est l'évolution des personnages, et en particulier celle de Takemichi. Alors Takemichi, il passe vraiment du statut de loser, et d'ailleurs ce n'est pas sans nous rappeler de nombreux autres mangas qu'on connaît, petit clin d'œil à mon chouchou Naruto, mais il en reste pas moins courageux finalement, et il se laisse rarement abattre. Alors même s'il pleure beaucoup et très souvent, il continue quand même de garder la tête haute, et il ne lâche jamais rien. C'est un bel exemple de persévérance pour le coup. Parce qu'il a pas forcément beaucoup de puissance, il a aucune expérience réelle en combat, mais il n'hésite pas à foncer tête baissée pour défendre les causes qu'il considère justes. Et puis du coup pour le reste des personnages de l'histoire, au fur et à mesure que le récit avance, on remarque quand même une évolution dans les caractères et dans les développements, et faut pas oublier que ça reste des ados et que petit à petit quand même ils grandissent et ils vont vers l'âge adulte. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas risquer de spoiler l'histoire qui est quand même super exceptionnelle. Alors pour le moment l'œuvre n'est pas encore terminée et a priori elle ne va pas l'être tout de suite et pas avant un petit moment, mais quels sont du coup les points négatifs de Tokyo Revengers? Parce que forcément comme partout il y en a. Mais il y en a pas beaucoup. Pour le coup, je trouve que c'est quand même une œuvre qui est assez réussie. Alors le premier point qui pour moi, la première chose qui moi m'a dérangé, c'est la cohérence de l'histoire. Alors dans son ensemble, le manga il est vraiment très bon. Les dessins sont beaux, l'histoire est prenante, les personnages sont très attachants, mais moi je trouve que ce qui va être gênant, c'est le décalage dans cette œuvre qu'il y a entre les actions des personnages et leur âge. Parce que quand même, ces petits bonhommes, ils sont quand même censés être en 4e ou en 3e, donc ils sont censés avoir entre 12 et 15 ans. Mais ils se comportent pas du tout comme des gens qui ont entre 12 et 15 ans. Ils se comportent comme des adultes, voire comme des jeunes adultes, voire comme des adultes tout court. Donc ils ont des motos, ils sont hyper violents, ils ne semblent pas avoir de parents. Bon alors ça, vous me direz, c'est quand même très propre au manga en général, parce que dans les mangas, soit les parents ils sont morts, soit ils sont horriblement méchants, soit juste ils n'existent pas, ou alors on les voit jamais. Mais ces gamins, ils sont hyper libres de tout ce qu'ils font, hyper libres de leurs actions, ils ont accès à beaucoup de choses, ils ont accès à des motos, ils ont accès à de la liberté, à du temps. Enfin voilà, moi je trouve que c'est quand même, pour des personnages qui sont censés être aussi jeunes, c'est un peu choquant. Mais d'un autre côté, je me dis qu'en y réfléchissant vraiment bien, dans le monde actuel, dans le monde réel, dans la vraie vie, il y a de plus en plus d'histoires finalement comme ça, de gamins qui ont entre 13 et 14 ans, des règlements de compte entre des espèces de bandes, et ça devient hyper violent, ça y va à coups de barre de fer, etc. Donc finalement, peut-être que Tokyo Revengers n'est pas si éloigné que ça de la réalité en fin de compte. Et enfin, le deuxième point, alors qui n'est pas encore aujourd'hui gênant, mais qui pourrait le devenir, c'est la répétition. Parce que le voyage dans le temps, c'est bien connu, c'est un thème dont on ne se lasse pas. Typiquement comme exemple, Retour vers le futur, ça fait partie de certains de mes films préférés, et ce film, c'est cette série de films, cette saga a toujours autant de succès, même 20 ans après. Donc vraiment, le thème du retour dans le temps, ça plaît toujours. Mais est-ce que justement, dans Tokyo Revengers, il n'y a pas ce côté où ce risque de répétition va être trop important? C'est-à-dire que Takemichi, il fait des allers-retours entre le passé et le présent, il en fait beaucoup, pouvoir changer le cours du temps chaque fois avec des éléments nouveaux, mais est-ce que justement on risque pas de tomber dans une espèce de lassitude au bout d'un moment, où voilà, on en aura un petit peu marre que à chaque fois les choses changent, à chaque fois il revient dans le passé, chaque fois il revient dans le futur. Donc voilà, c'est la seule question, la seule réserve que j'aimais sur cette œuvre, parce que il me semble qu'au premier abord, l'auteur avait déclaré que ce serait pas une œuvre qui serait très longue, il y aurait pas forcément un nombre de tomes énorme, donc une œuvre plutôt courte, donc j'espère vraiment qu'il arrivera à éviter les appels des sirènes et de la gloire qui vont le pousser à continuer, et qu'il réussira à nous offrir une fin qui sera digne de ce nom à un moment où il sera temps de s'arrêter, avant de tomber dans un espèce de fanservice abusif où ça peut durer encore des mois et des années sans que ça s'arrête, et là pour le coup on trouvera vraiment qu'il y a de la répétition de manière abusive dans cette histoire. Donc voilà, aujourd'hui c'est les deux seuls défauts que je trouve à cette œuvre, qui aujourd'hui est une réussite internationale, qu'elle est très prenante, l'anime est vraiment de qualité, il y a des OST au top et l'animation est particulièrement réussie. Donc vraiment, je vous recommande de découvrir cette œuvre pour tous ceux qui ne la connaissent pas, vraiment foncez, allez-y les yeux fermés, parce que vraiment c'est génial. Ça va vous changer des sentiers battus, ça va vous changer des shonen un petit peu plus classiques, vous allez tout de suite vous mettre dans l'histoire dès les premiers épisodes, dès les premiers chapitres, on se met dedans, l'univers est un petit peu sombre, parce que voilà, c'est les gangs, c'est les motos, les histoires se passent souvent la nuit, le soir, etc. Mais il y a quand même beaucoup de joie, parce qu'il y a des très belles valeurs, il y a de l'amitié, il y a du respect, il y a de la confiance, puis ça reste quand même des ados, donc c'est assez sympa. Pour ceux qui sont plutôt pro manga, les dessins sont magnifiques, il y a des doubles pages de combat qui sont exceptionnelles, donc vous ne serez vraiment pas déçus. Et pour les pros animés, du coup, ces scènes de combat sont ultra bien faites, ultra bien mises en animation, et du coup pareil, vous en aurez vraiment pour votre argent, et vous serez devant des scènes de baston qui sont assez exceptionnelles. Donc voilà, à la fin il vous restera plus qu'à trancher avec une seule question, c'est est-ce que vous êtes plutôt Team Mikey, Team Draken, ou alors tout simplement et évidemment Team Takemichi. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Hokage du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute.
Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara, et à vendredi pour un prochain épisode.